RMC, After Marseille. Simon Dutin. Salut tout le monde, After OM, le dernier numéro en version radio, vidéo. Vous en prenez à l'habitude une demi-heure ou presque pour évoquer ensemble ce qui touche à l'actualité du club marseillais aujourd'hui, à l'occasion de la venue de Montpellier pour la 30e journée de Ligue 1. C'est l'occasion de se plonger dans une rencontre restée légendaire, une remontada, si elle est blanche. La victoire 5-4 de l'OM face à Montpellier lors de la 3e journée de la saison 98-99. Avec moi pour vous accompagner, pour en parler, Rémi Dumont de la rédaction RMC Sport. Salut Rémi. Salut tout le monde. Il y a déjà des anecdotes avec coach Courbis. Ah, c'est génial. Tout ce qui se raconte hors antenne on ferait un massacre. Mais on va évidemment se nourrir de ces anecdotes grâce à deux des grands acteurs de cette rencontre. Comment faire en effet sans le coach? Il était sur le banc lors de cette rencontre. Roland Courbis, salut coach. Salut les amis. Évidemment, il est accompagné de l'un de ces hommes à tout faire de l'époque, devenu lui aussi entraîneur à succès, actuellement sur le banc du Stade Brestois. Éric Roy, bonjour Éric, merci d'être avec nous. Bonjour les amis. Messieurs... C'est un plaisir. Ah ben un plaisir, évidemment. La machine a remonté dans le temps, là, on est dedans. Là. Exactement, la machine a exploré le temps pour une rencontre qui est restée, je le disais, légendaire, mais pas seulement pour les Marseillais, pour tous les amoureux de football et de notre Ligue 1. Messieurs, première question, j'en ai plein à vous poser, mais je veux un oui ou un non. Est-ce que pour vous, c'est ce 5-4 alors que l'OM était mené 4-0 à la mi-temps, on le rappelle, on va y revenir. Est-ce que c'est l'un des plus grands matchs de l'histoire de l'OM, au moins en championnat? Rémi, oui ou non? Ah bah oui, clairement, évidemment. Oui. Bah oui, parce qu'il a marqué toute une génération. Et puis je trouve que dans pas le foot moderne, mais presque, parce que bon, c'était quand même un autre siècle. C'est quand même l'une des premières remontadas en direct tout de suite, quoi. Tu vois. Roland, oui ou non? Moi, je suis un peu déçu par ta question. Ah, écoute, si c'était la première fois, écoute. C'est pas seulement dans l'histoire de l'OM. Ah, mais je l'ai dit dans l'histoire de notre championnat également, ouais. Ah oui. Non, pas de notre championnat seulement. Du mondial. Mais oui. Oui. Mais non, mais c'est pas moi qui peut te dire ça. Oui. Je l'ai appris. Ils ont fait des recherches pour voir si dans un club ou si dans une sélection, il y avait déjà eu un match de football avec un 4-0, un 5-4 à la fin, oui. Mais un 4-0 à la mi-temps et un 5-0 en deuxième mi-temps qui fait un score de 5-4, ça n'a jamais existé. Voilà. Bon, écoutez, donc on peut quand même... on est sur un recordman. Être content de ça quand même. Ça c'est vrai. On rappelle que tu étais l'entraîneur d'un OM très compétitif cette saison-là, qui a fait une saison absolument remarquable. Avec beaucoup de choses à s'occuper. Championnat, Coupe de France, Coupe UEFA qui était au-dessus de l'Europa League d'aujourd'hui et Coupe de la Ligue. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas de quoi s'emmerder. Et je le disais, l'un des acteurs majeurs, un des joueurs majeurs de l'équipe que tu entraînais, c'est Éric Roy. Éric, l'un des plus grands matchs de l'histoire de l'OM? Du football en général? Je crois que c'est le match qui a été élu match du siècle, je crois, du siècle précédent. Donc quelque part, forcément, il est rattaché à l'histoire de l'OM et forcément, c'est un match qui a marqué, je pense, des générations, comme Rémi l'a dit. Et c'est vrai que moi, chaque fois que je reviens à Marseille, j'y étais il n'y a pas longtemps encore où j'ai pris l'avion, j'ai toujours des témoignages incroyables des Marseillais par rapport à ça. Alors, je pense que peut-être que mon aventure à l'OM a été plutôt bonne, plutôt réussie. Ils ont des bons souvenirs, mais je pense que c'est lié aussi à ce match-là, parce que j'avais été le joueur qui avait égalisé et qui avait fait le 4-4. On va y revenir évidemment, Éric. Avant ça, Rémi, ce match, on le disait, il est resté dans la légende de notre championnat en raison du score, 5-4 final, mais de ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon, la physionomie de la rencontre. Ouais, on va déjà poser le contexte. Marseille, au début de ce match-là, est deuxième du championnat, a gagné ses 2 premiers matchs sans encaisser le moindre but. Victoire 2-0 contre Nantes à la première journée à domicile et victoire 1-0 à Metz lors de la deuxième journée. Montpellier, lui, est 6e avant le match avec un match nul 2-2 contre Bastia en première journée et une victoire 3-1 contre Rennes en deuxième journée. On est donc le 22 août 1998. L'arbitre est Alain Sars. Il y a 56 070 spectateurs au Vélodrome et du coup les premiers buts vont être marqués le premier par Bakayoko sur un super service de Xavier Gravelaine qui est fraîchement transféré il y a encore quelques semaines avant ce match. Il était à l'OM, là il
il est à Montpellier. 19e minute, Laurent Robert marque le deuxième but. Il prend de vitesse un certain Éric Roy. Je ne sais pas si tu connais ce joueur, mais j'en ai entendu voilà. parler. Et, très bon joueur pourtant. ouais, très bon joueur, excellent joueur. 23e minute, soit mais 4 moins rapide que Robert, quoi. Moins rapide que Laurent. Ça. Le Robert de l'époque était rapide, en effet. Voilà, ouais. mais des joueurs qui ont été dribblés par Robert et son accélération, Ouais, c'est ça. il y en a quand même Eric beaucoup. n'est pas le seul, en effet. Il y en a beaucoup. 23e minute, coup franc direct de Sauzé. Donc on est à 3-0 pour l'OM. Et 34e minute, donc en 34 minutes, il y a eu 4 buts. Le dernier est marqué par Bakayoko sur une contre-attaque. Alors, ça fait 4-0 à la mi-temps. On va revenir sur ce qui s'est dit, ce qui s'est pensé, ce qui s'est ressenti, évidemment, à la pause. Avant ça, la compo de ton OM coach. On est à la 3e journée, on le rappelle. Tu alignes ce qui, dans ton esprit, est ton équipe type en ce début de championnat ? Non, pas obligatoirement. Presque, oui. Mais j'étais parti sur l'idée que dans les 5 premières journées, compte tenu qu'il y avait un effectif avec... beaucoup de bons joueurs, et disons 16-17 joueurs qui pouvaient se remplacer sans pour autant baisser le niveau. Donc j'avais mis une équipe, je m'étais dit sur les 5 premiers matchs, je fais tourner. À l'époque, il n'y avait pas 5 changements, mais ça ne fait rien, ça me permettait de tourner quand même, pour en arriver à faire en sorte que tout le monde se sente concerné. Dans ma façon de parler, elle est ce qu'elle est. J'ai ma façon de m'exprimer. Pour moi, je n'appelais jamais l'un de mes joueurs remplaçant. Donc, pour moi, c'était titulaire dans la première partie du match ou titulaire dans la deuxième partie du match. Et encore aujourd'hui, si tu savais comment ça m'énerve quand j'entends dans certains commentaires, mais pourquoi il ne le fait pas jouer ? Mais il ne le fait pas démarrer. C'est pas tout à fait pareil que pas le faire jouer, parce que sinon, en rentrant à la 60e minute, ce joueur-là que tu n'as pas fait jouer, il va marquer un but, donc tu auras gagné grâce à un but d'un joueur qui n'a pas joué. Ouais. Donc, non, je ne veux pas être maniaque, mais ce sont des petites phrases qui m'énervent. Alors, chacun a sa façon de s'énerver, ben moi, ça m'énerve. Oui, et puis c'est la façon de concerner l'ensemble d'un groupe qui était quand même assez riche, quand même. Hein. Oui. Tu avais ce qu'on appelle des problèmes de riches. Eric, j'imagine quand même qu'à l'époque, on préférait quand même démarrer la rencontre, malgré les mots rassurants du coach. Raconte-nous un peu sur la pelouse. Vous vous êtes senti dépassé par un Montpellier trop fort, ou au contraire, vous disiez que c'est vous qui étiez en dessous? Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on a été puni par une équipe qui a eu un réalisme incroyable avec des transitions, puisqu'ils étaient assez regroupés. On avait du mal, on butait contre un bloc adverse qui était assez bas, et dès qu'ils récupéraient le ballon, avec la vitesse de Bakayoko notamment, et de Laurent Robert, ils nous ont fait mal sur les transitions, et en plus ils ont eu énormément de réussite dans j'allais dire, par rapport aux occasions qui se sont créées, aux buts qu'ils ont marqués. Il doit y avoir 4 occasions en tous les cas, et certainement 4 buts. Donc voilà, c'était le match parfait pour les Montpelliérains sur ces 45 premières minutes. Rémi, tu t'es replongé plusieurs fois dans cette rencontre. Tu connais chaque seconde du match par cœur. Il y a quelques similitudes dans les buts encaissés par l'OM, en tout cas un schéma de jeu. Ils arrivent tous du même côté, non Alors, l'OM marquera tous ses buts quasiment du même côté, soit de côté droit, soit sur coup de pied arrêté. Mais en revanche, ce que je tenais à rappeler, parce que c'est ce que coach Courbis me disait, c'est que l'entraîneur de Montpellier à l'époque, c'était déjà Jean-Louis Gasset. Voilà, pour le petit clin d'œil et la petite histoire. Bah oui, c'est vrai. Tout à fait. Alors, 0-4, comme il faut annoncer le score à la mi-temps. Le reste appartient à l'histoire, comme on dit. Retour au vestiaire, coach. Et c'est là. Qu'est-ce que tu dis à tes joueurs? Est-ce qu'on t'imagine en colère, on t'imagine déçu? Est-ce que tu joues la carte de l'entraîneur fâché, ou est-ce qu'au contraire tu joues la carte du positivisme, à encourager, à dire bon, voilà, on va le faire? Je ne peux pas faire la carte de l'entraîneur fâché. Tellement t'es fâché? Parce que sinon, je suis déjà en premier fâché que moi-même. Et ça m'emmerde de me fâcher que moi-même. Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai quand même réfléchi à ce que je pouvais dire et ce que je pouvais aussi ne pas dire. Il n'a pas été question, une fois dans ma réflexion et dans mes calculs, de gagner ce match-là. Ce que je voulais surtout, c'est gagner la deuxième mi-temps, 1-0, 2-0, regarder après ce qu'on a fait et pas fait en première mi-temps, et se dire, il y a eu un accident de 45 minutes, on est à la 3e journée, ça ne va pas nous empêcher d'être champion de France. Donc,
cette deuxième mi-temps, j'avais donc demandé qu'on la gagne pour pouvoir la rajouter au 4-0 et faire, mettons, un 4-2. Donc j'aurais été content. Donc c'est tout ce que j'ai pu demander. Alors après, il y a 2-3 petits trucs qui ont été rajoutés. Je dis maintenant, bon, le football des fois il est capricieux. On est dans une région où il y a un sport, parce que j'appelle ça un sport qui s'appelle la pétanque, et des fois, il y a des équipes à la pétanque qui perdent 12-0 et qui gagnent 13-12. Donc, à condition aussi de ne pas aller boire l'apéritif avant la fin, hein, donc de jouer le match jusqu'à la fin. Donc c'est-on jamais, mais voilà, je ne pensais pas une seconde qu'on pouvait gagner ce match-là. Eric, des souvenirs de la causerie de Roland dans les vestiaires? Ouais, ce qui est important à dire et ce qui est intéressant aussi, c'est déjà, rappelez-vous la configuration du Vélodrome, deuxième version, on va dire. On rentrait toujours au point de corner, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ouais. Et donc, la première mi-temps, on la joue effectivement à l'opposé du point de corner, où on doit rentrer au vestiaire. Et là, quand l'arbitre Alain siffle la mi-temps, et qu'il y a 4-0, vous pouvez imaginer le Vélodrome, avec presque 60 000 spectateurs, et le bruit que ça a fait pour nous siffler, forcément. Et là, on a vécu à peu près 45 secondes, parce que le temps que tu ailles d'un bout à l'autre du terrain pour sortir du terrain, et là, forcément, on se regardait avec quelques-uns en se disant « Waouh, ce soir, je ne sais pas comment on va sortir du stade, mais ça risque d'être compliqué, quoi. » On connaît bien la passion des Marseillais pour l'OM, et on connaît bien aussi de temps en temps quand ils sont pas contents. Donc tu peux imaginer déjà, nous, on a traversé ce traumatisme des 45 minutes, et après cette rentrée au vestiaire, qui n'était pas simple, parce que quand tu es conspué par un stade, forcément c'est compliqué. Maintenant, moi, de ce que je me rappelle, et Roland est assez, je pense, peut-être un petit peu trop, il ne veut pas se jeter des fleurs, mais moi, de ce que je me rappelle, c'est que dans la causerie, et je ne me rappelle pas tous les détails, parce que je pense que, et Roland le sait, nous joueurs, on retient que certaines choses, et des fois, c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont plus impactantes que d'autres. Il nous dit, et moi c'est ce que j'ai retenu, si on marque le premier but en rentrant, on peut le gagner ce match. Et là, on s'est regardé aussi avec quelques-uns, on s'est dit, tiens, il a fumé la moquette, Roland, mais bon, en même temps, c'était un peu son rôle, quelque part, de nous faire croire quelque chose, peut-être quelque chose d'inimaginable, mais en tous les cas, de dire, il faut marquer déjà ce premier but, et puis après, on se verra comment ça se passe. Alors, s'il y a bien un stade où il y a des choses un peu incroyables qui peuvent se passer, on sait bien que c'est dans ce stade, au Vélodrome, avec ce public-là, et c'est vrai que notre volonté première, elle a été effectivement de rentrer et d'essayer de marquer déjà ce premier but. Déjà un petit détail qui pour moi m'a toujours touché et qui a augmenté beaucoup de regrets de mon passage à l'OM, c'est la construction de ce stade Vélodrome de cette époque-là. Je pense que si l'architecte le fait exprès pour construire une horreur, hein, donc il pouvait pas faire mieux. Avec pas de toit, pas d'angle fermé, les courants d'air, avec un vent qui s'appelle le Mistral dans notre région. Quand je vois le stade d'aujourd'hui, autant par rapport à sa beauté et par rapport à ce que ça résonne, je me dis que cette année-là, avec le stade d'aujourd'hui, là par contre je suis optimiste et peut-être prétentieux, on aurait été champion. Par rapport à ce que dit Eric, oui, effectivement, un petit espoir, d'accord. Mais ce que je m'étais réservé, et je ne fais pas le changement à la mi-temps, parce que je m'étais réservé la possibilité, dans les 30 dernières minutes, mais pas dans les 45 dernières minutes, d'avoir une équipe vraiment complètement déséquilibrée vers l'offensive, avec un ailier d'un côté, Dugarry, un autre ailier de l'autre côté, Camara, deux numéros 9, Maurice et Ravanelli, et un numéro 10 derrière ces deux numéros 9, avec des joueurs intelligents, et je ne lui dis pas pour le faire plaisir, mais quand tu es entraîneur, que tu as un Laurent Blanc et un Eric Roy, que tu n'as pas besoin chaque fois de lui expliquer que c'est lui qui fait la compensation et l'équilibre avec la montée de Laurent Blanc pour apporter un plus. On a terminé pratiquement ce match qui ressemblait plutôt à un match de handball avec les deux joueurs
qui nous ont vraiment embêtés, c'est Bakayoko et Robert. Il y en a un qui est sorti très tôt et un autre qui est sorti à 20 minutes de la fin. Et là, c'est pas 5-4, je pense, le résultat. Si ce match dure encore 10 ou 15 minutes, c'est 8 ou 9-4. Oui, donc, et ça, évidemment, à la mi-temps, je peux même pas l'envisager. J'envisage, qu'on marque un but, effectivement, et après, sait-on jamais. Avant de passer la balle à Rémi Dubon, qui a une question à poser, non, justement, Eric, je me permets de rappeler à nos plus jeunes auditrices et auditeurs que Eric Roy, c'était quand même un sacré joueur de foot. Il était aussi bon des deux côtés du ballon, parce que si tu veux, un milieu défensif, ce qu'on disait, mais qui était capable de marquer des buts et de porter le danger. C'est assez marrant parce que j'ai la fierté quand même d'avoir fait une carrière avec des hauts et des bas, mais elle a duré 31 ans. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir que pas mal de joueurs sont aujourd'hui entraîneurs. Et je regarde un petit peu leur façon de jouer, je regarde leur façon de s'exprimer. Et c'est vrai que quand je vois ce que fait Eric avec les moyens qu'il a pu avoir, que ce soit à Nice, que ce soit à Brest, tu es obligé quand même de lui dire et de lui tirer un grand coup de chapeau. Alors si en plus il m'a piqué quelques idées, ce qui veut dire que bon, mais j'avais pas que de mauvaises idées, eh ben, j'en suis évidemment très fier. Ouais, Eric, est-ce que tu t'es inspiré du coup de cette causerie de coach Courbis? Comment ça s'est passé par la suite? Parce que j'imagine que ça marque. Est-ce que encore aujourd'hui, des fois, tu te sers de la causerie de Roland pour tes joueurs? Ouais, alors j'ai pas connu encore le 4-0 à la mi-temps, mais c'est vrai que ça arrivera peut-être certainement à un moment donné. Mais il est évident que par exemple le fait de dire quand tu fais une mauvaise première mi-temps, déjà le premier objectif c'est de gagner la deuxième, c'est des choses effectivement que j'avais entendues de chez Roland. Et puis de toute façon après on se forge une personnalité par rapport à tout ce qu'on a pu vivre dans sa carrière. Alors donc forcément les entraîneurs vous ont impacté. Roland bien sûr peut-être plus que d'autres, mais il y en a eu d'autres aussi. Mais il est évident que Roland de sa manière de manager, de sa manière aussi quelquefois. Alors dans les causeries, je ne pouvais pas être comme Roland parce que Roland dans les causeries c'était un spectacle à lui tout seul et il fallait avoir la gouaille qu'il avait pour pouvoir sortir déjà et les termes et en même temps le vocabulaire adapté. Donc ça non, mais par contre effectivement oui, la capacité à bien organiser une équipe, à avoir un équilibre à l'intérieur du bloc équipe, la volonté aussi bien sûr de se projeter vers l'avant, de mettre du monde dans la surface de réparation. Oui, c'est des choses effectivement que l'on a travaillé. Mais pour revenir à ce match-là, ce qu'il faut noter, ce qu'il faut dire, c'est qu'on rentre en deuxième période avec cette volonté de marquer. Mais je crois que dans les 2-3 premières minutes, je crois qu'il y a Pascal Fugier, il se trouve seul face à Andreas Kopke, il fait un piqué et le ballon il va mourir au pied du poteau, quoi. Il rentre pas. Donc ça peut faire 5-0 et à l'arrivée ça reste 4-0 et derrière il se passe ce qui se passe, notamment avec l'entrée de Dugarry et tout ça, machin. Justement, on va revenir avec Rémi sur les changements tactiques ou même de joueurs opérés à la mi-temps et en courant de seconde période par le coach. Avant ça, le match est diffusé à la télévision. Il y a cette séquence, restée elle aussi légendaire. Roland croise Louis Nicolin, feu Louis Nicolin, à l'époque président de Montpellier, que tu connais déjà très bien évidemment à l'époque, est un ami. Et puis il y a cette petite séquence un petit peu provocation. Tendez bien l'oreille. Ça, c'est des couilles, hein. Ça, c'est quoi? Je le pense. Ah ouais? Je le sais. Que tu dis, je le pense. Sinon, je vais te dire. Alors pour ceux qui seraient un peu durs de la feuille, Roland, tu croises le président de Montpellier, tu lui dis « on va gagner ». On va gagner avant le début de la seconde période. Ouais, mais... et tu dis, tu précises, je le pense. Et il dit, je sais que tu le penses. Non, mais il dit plus, il dit ça, c'est des couilles. Oui, il dit... ouais, mais ce qui est pour moi la chose la plus importante dans ce passage-là, c'est qu'on ne voit et on n'entend que la moitié. Ce qui se passe en vrai, ça se passe 3-4 minutes avant, quand on sort du vestiaire. On sort du vestiaire, moi évidemment, avec la tête de celui qui perd 4-0. J'apprends après que dans ce vestiaire, à la mi-temps, il y a notre ami qu'on adore, Gravelaine, qui embrasse
tous ses coéquipiers l'un après l'autre pour les remercier de gagner ce match-là au stade de Vélodrome, qui est une revanche pour lui. Ce qui a fait après pour les superstitieux, il n'y a pas que moi qui suis superstitieux en disant bon, la prochaine fois, tu attends que le match soit terminé avant de nous féliciter parce que ça nous a peut-être porté la scoumoune. Et là, en sortant, il y a Louis et Loulou et Michel Mézy qui sortent avec des sourires grands que j'avais peur même qu'ils se déchirent les lèvres tellement qu'ils sont contents. Mais je me mets à leur place et moi avec une tête pas tellement joyeuse. Et là, Loulou, il vient me consoler. Et ça, on ne le sait pas quand on voit les images et qu'on entend ce qui se passe. Et ça m'énerve. Ouais, oui. Donc, il me prend par le cou comme ça, il me dit ouais, le football, c'est comme ça. Il y a des jours où ça va pas. Mais bon, après, tu sais, si ça se trouve, le prochain match, ça sera le contraire et tout. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes? On va gagner 4. J'ai horreur. Le proverbe, je sais, vaut mieux faire envie que pitié et tout. J'ai horreur qu'on me console. Donc chacun son caractère. Et là, ça continue et on avance. Et c'est là qu'il me retaquine encore sur le terrain et que j'ai dit, mais c'est bon, merde, on va gagner 5-4. Donc, mais bon, j'y pense. Allez, quand je vais dire j'y pense pas une seconde, oui, j'y pense une petite seconde. Bien sûr. Rémi, personne n'y croit, pas même Roland, visiblement. Et pourtant. Et pourtant, il n'y aura qu'un seul changement à la mi-temps. Ce sera Jocelyn Gourvenec qui sortira parce que tu le remplaceras par Titi Camara. Un seul changement, déjà d'une. Pourquoi? Parce qu'il y en aura un autre très rapidement après en seconde période. Mais pourquoi tu fais qu'un seul changement, coach? Ben, je crois que je l'ai expliqué. C'est ça, oui, avant de faire Oli dans l'attaque, avant de mettre... D'accord, ok. C'est-à-dire que je trouve vraiment audacieux, pour ne pas dire imprudent, de jouer pendant 45 minutes avec 5 offensifs... Donc, bon, c'est vrai que j'ai Eric qui est là pour bien équilibrer, mais j'ai Blondo aussi qui est déjà un arrière droit offensif. Donc, j'attends un quart d'heure et je me dis qu'après, allez, pendant 30 minutes, on pourra faire ça. Mais là aussi, je pense que ça va nous permettre de gagner la deuxième mi-temps, 1-0, 2-0, mais je ne m'imagine pas qu'on gagne la deuxième mi-temps 4 ou 5-0. Rémi, le scénario, ouais, comme tu l'as dit, 15 minutes plus tard, 60e minute, donc Dugarry va rentrer et il remplacera Daniel Bravo à l'époque. Et 61e minute, donc une minute plus tard, but de Florian Maurice sur un centre de qui? De Dugas. 64e minute, but de Dugas. 71e minute, donc 10 minutes après le premier but, but de Dugarry. On est là à 4-3. 84e minute, qu'est-ce qui va marquer? Eric Roy. Eric, est-ce que tu peux nous raconter ce but-là que tu marques? Ouais, c'est simple, je crois que c'est Robert Pires qui a le ballon. On va essayer de trouver Fabricio Ravanelli dans la surface. Et là, je fais un déplacement que normalement, Roland, avec Diladi, à ce moment-là, on a 5 attaquants, c'est-à-dire 4 attaquants et un milieu offensif. Donc, c'est-à-dire que c'est pratiquement le dernier milieu de terrain défensif. Mais bon, je me projette dans la surface parce que je sens que Fabricio, par rapport au ballon que Robert va lui donner, il va pouvoir me la décaler, me la mettre en retrait, ce qui se passe. Et il me fait une belle déviation et je reprends le ballon de demi-volée comme elle vient. Mais ce but, il est comme dans un rêve, c'est-à-dire que l'action, elle se déroule, tu sais que tu vas marquer. C'est comme quand on a marqué le premier but, le 4-1, le 4-2. À 4-2, on savait qu'on allait gagner le match, quoi. Il y a des choses comme ça à un moment donné dans le football. Tu sens les choses venir et elles se passent, quoi. Et quand tu peux être spectateur, mais tu peux être acteur aussi. Et nous, c'est ce que j'ai ressenti dans ce match-là. Tout s'est passé comme si ça avait été une évidence à partir du moment où on a repris l'ascendant dans ce match-là. Et la petite anecdote aussi qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui y croyait forcément. Mais quand on rentre en deuxième mi-temps, il y a au moins 10 000 spectateurs du stade qui sont partis. Ouais. Ah, ça, c'est certain, comme on dit. Il y en a qui ont dû regretter. On a commencé à 60 000, on a fini à 50. Alors, c'était bien déjà. Mais il y en a beaucoup qui étaient partis, qui étaient rentrés à la maison parce que dégoûtés. Et puis voilà. Donc voilà, c'est en tous les cas des soirées comme ça que tu ne peux pas expliquer, quoi. Il y avait un petit sentiment de revanche, Eric, par rapport à la première période, parce que le perfide Rémi Dumont m'a fait remarquer que peut-être qu'il y avait une petite part de responsabilité sur un ou deux des buts encaissés par l'OM. De ma part? Oui. Je sais pas, je sais qu'à un moment donné, j'essaie de m'appuyer
et que le ballon est intercepté et que sur la contre-attaque, il marque. Après, après c'était un peu les boulevards. Donc à un moment donné, je fais la lutte avec Laurent Robert où on a parlé de ce but-là aussi. Ouais, Roland, il était pas sûr fautif, réellement Eric que. Non, sincèrement, alors là, ce détail-là, Non. je m'en rappelle même pas une seconde. On taquine, évidemment. Messieurs, ça reste cette saison. Roland t'a rappelé que vous avez atteint des altitudes quand même. Juste rappeler que donc Eric marque à la 84e, Ouais. 90e, Et oui, penalty pour Marseille sur une faute de Robert Pires. Et là, Laurent Blanc va tirer le penalty. Juste savoir, vous, à ce moment-là, quand il y a le penalty qui est sifflé, qu'il y a une opportunité de vraiment gagner le match, comment vous vous sentez ? Déjà, je suis agréablement surpris et content de l'égalisation. Ouais. Bon, je pense à l'égalisation. Bon, mais avant que le pénalty soit... Il ne manquerait plus que maintenant on le perde 5-4. Ah oui. Alors là, et donc, il y a pénalty. Ce pénalty, on est toujours inquiet qu'on puisse ne pas le marquer. Je n'ai même pas pensé une seconde qu'il pouvait ne pas être marqué. Le président, c'était un peu l'assurance. À Bologne, il avait fait quand même un exploit, parce que j'appelle ça un exploit, de marquer le penalty. On lui fait retirer et remarque derrière. Et cette saison-là, facile. En demi-finale du FA. Voilà, et vous en demi-finale. Mano à mano avec les Girondins de Bordeaux, finalement sacré champion de France. Vous irez jusqu'en finale de la Coupe de l'UEFA. Merci beaucoup, Eric, d'avoir partagé ces souvenirs avec les auditeurs de l'After OM. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, Rémi. À la semaine prochaine. Ouais. Évidemment, bonne écoute. Vous retrouvez cet épisode et tous les autres sur la plateforme rmcsport.fr. Ce qui veut dire, dans le prochain Montpellier-Marseille, si Montpellier ouvre le score, il n'y a aucune inquiétude pour Marseille. Marseillais. Allez, bon week-end à tous. Salut. Salut. RMC After Marseille.